Alors, petit test ce matin, 9 juin 2017. Ben voilà, on est début juin 2017, à peu près à 45 degrés de latitude nord. Ça veut dire qu'on est à peu près à moitié chemin entre l'équateur, 0 degré, puis le pôle nord, 90 degrés. On est au mois de juin. Bientôt, dans 2-3 semaines, les solstices, le solstice d'été. Ça veut dire que le soleil va être à son maximum dans 3 semaines. Et le sud est là. Là, je regarde vers l'est. Je regarde donc vers le soleil levant. En réalité, je regarde surtout par où je me dirige. C'est peut-être ça qui est le plus important à se rappeler, c'est que la Terre, en ce moment, s'en va par là. Hein? Très, très vite. On ne s'en rend pas compte parce que c'est comme un avion qui n'a pas de trou d'air, si vous voulez. Il n'y a rien pour nous dire qu'on avance. Donc, on ne se rend pas compte qu'on avance. Sauf les nuages. On ne se rend pas compte qu'on avance, mais les nuages, eux, sont perturbés par le mouvement de la Terre, du fait que ce n'est pas un cylindre. Là, si c'était un cylindre qui tournait, on s'en rendrait peut-être moins compte, mais c'est une sphère qui tourne sur elle-même. Ça fait que ce qui est en surface, qui est mobile, ça ne suit pas tout à la même vitesse. Donc, ce qui se passe à l'équateur, dans l'air, a des conséquences sur ce qui se passe dans l'air ici. Bon, puisque j'ai commencé à parler de ça, je vais continuer là-dessus. Au 45e parallèle, donc de latitude, si vous voulez, c'est la même chose. Partout, le vent dominant s'en va par là, comme la Terre. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce que normalement, si tu es dans un train, la Terre s'en va par là. Pour quelle drôle de raison que l'air voudrait aller encore plus vite? Veut dépasser en quelque sorte, un petit peu comme les avions qui vont vers l'Europe, veulent dépasser. Et pourtant, c'est ça qui se produit. Le vent dominant vient de derrière moi, de l'ouest, et il se dirige vers l'est, au 45e parallèle. Pourquoi? Parce qu'à l'équateur, la Terre s'en va par là, toujours. Mais la Terre est comme plus grosse à l'équateur. Elle a tout ça de tour à faire. Moi, je suis ici. J'ai beaucoup moins de distance à faire dans les mêmes 24 heures. Ça fait que, à l'équateur, l'air se comporte comme un autobus qui accélère. Il a tendance à aller vers l'arrière. Il a tendance, oui, c'est ça, vous êtes dans un autobus, vous allez vers l'arrière et vous prenez du retard par rapport à l'autobus. À l'équateur, c'est ce qui se passe. Donc, ce qu'on appelle les alizés ou les trade winds, je pense, les vents du commerce, qui ont fait le commerce triangulaire, tout ça, qui a fait que l'Amérique a été découverte comme dans ce sens-là, vers l'équateur. C'est parce que le vent va par là. OK, il va par là. Il vient un temps où il y a trop d'air. Ça fait puis il y a de l'eau, parce qu'il y a des océans. Il y a le Pacifique puis l'Atlantique vis-à-vis de l'équateur. Donc, vis-à-vis l'Afrique, vis-à-vis tout le golfe de Guinée, tout ça, là, ça s'en vient. Puis jusqu'en Floride, ça dépend des saisons, en tout cas dans ces coins-là. Et la même chose dans le Pacifique. Donc, ça se remplit d'eau. Là, puis c'est chaud. Donc, ça se remplit d'eau. Puis il y a trop d'air. Parce que ça fait le tour comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme forcé de grimper en l'air. Puis là, ça grimpe en l'air. C'est ça. Là, ça ne sait pas trop quoi faire. Ça revire de bord. Parce que ça cherche de la place pour aller. Ça cherche de la place pour aller. Ça passe en haut. Ça fait que vis-à-vis les deux tropiques, il pleut presque jamais. Il pleut presque jamais. Parce que l'air est en haut. L'air, il y a de l'air humide, mais il est complètement en haut qui passe par-dessus.
Et donc, ça veut dire que c'est les places pour faire pousser la vigne, parce que c'est des climats assez secs où les maladies de la vigne ne viendront pas. Puis aussi, donc, c'est ça, toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles la vigne va pousser. Donc, en Méditerranée, en Californie, l'hémisphère sud au Chili, en Afrique du Sud, il me semble qu'il en manque un, et Australie, voilà. C'est les 5 places qui sont à l'ouest des continents, pour la même raison, qui sont à l'ouest des continents, où c'est sec, puis il y a assez d'humidité quand même, donc ça fait des bons vins, voilà. Fin de parenthèse des vins. Après ça, il y a beaucoup moins d'espace. Ce qu'on fait, nous autres, au 45e parallèle, on tourne beaucoup moins qu'à l'équateur. Alors, le vent, il se revire de bord, et là, il nous arrive en accéléré. Parce que la distance qu'il a faite là-bas, il a fait moins ici. J'ai un peu de misère à l'expliquer. Bon, je vais essayer de trouver les meilleures formulations la prochaine fois. Pour le moment, je fais juste m'exercer, qu'est-ce que ça donne, la caméra, tout ça. OK. Donc, ça nous arrive en accéléré. Je sais pas, j'essaie toujours de trouver un exemple. J'en ai pas encore trouvé un bon. C'est comme si il y avait un train assez large, puis qui démarrait, puis que là, non, ça marche pas. Il n'y a aucun exemple parce qu'il n'y a rien qui est sphérique puis qui accélère comme ça dans les choses qu'on connaît un peu. Voilà. Ah oui, je m'étais dit que j'aurais une attends une minute là, je vais aller chercher. Où est-ce qu'il est? Je ne trouve pas. Okay. Voilà. Au 45e parallèle, donc, même à l'équinoxe, ici, là, même à l'équinoxe, étant donné il en manque encore un bon bout pour aller atteindre voyons, le Capricorne et le Cancer. Le mot vient pas matin. Bon, c'est autour de 27 degrés à peu près, là, quelque chose comme ça. Ici, on est à 45. Fait que même dans le plus haut de l'année, le soleil à midi va être quand même pas mal penché du côté sud. La plupart des humains habitent dans l'hémisphère nord. D'abord, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas grand-chose comme continent. Il y a une pointe d'Amérique du Sud, puis une pointe de l'Afrique, puis l'Australie. Ça ne fait pas grand monde. Les gros foyers de civilisation, la Chine, l'Inde, l'Europe, c'est tout dans l'hémisphère nord. Puis tout autour, mettons, entre 20 et 50 degrés de latitude. C'est pas pour rien, mais ça, je pense pas, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, je vais encore m'en aller ailleurs. C'est donc important pour nous de se rappeler que si on veut faire une vraie révolution énergétique pour se débarrasser du pétrole, il faut toujours savoir où le soleil se situe. Que ce soit pour aménager des villes ou pour aménager sa cour. Hein? Ici, le petit terrain que je possède, ou du moins dont je suis responsable, on va dire ça comme ça, j'aime mieux ça dire comme ça, au 45e degré, je l'ai choisi il y a un peu plus que 10 ans, justement par rapport à ça, comme l'autre maison d'avant aussi, puis l'autre maison d'avant aussi. Et il ne faut jamais oublier, quand j'enseigne l'aménagement paysager, je commence toujours en disant, c'est comme les promesses des AA. Il faut savoir ce qu'on ne peut pas changer. Mon Dieu, faites que je sache ce que je ne peux pas changer, quelque chose comme ça. L'emplacement du soleil, faites-vous-en pas, de votre vivant, vous ne pourrez pas changer ça. Il va toujours être au sud, au 45e parallèle. De la même manière que l'eau coule vers le bas. En général, sauf quelques rares exceptions, mais en général, ça coule vers le bas. Et donc, si vous pensez en fonction du soleil, en général aussi, vous voulez du soleil en hiver. Hein? Que ce soit en Provence, que ce soit au Québec,
que ce soit en Afrique, en général, quand il y a des hivers, vous voulez du soleil en hiver, mais pas en été. Ah, pas en été, mais oui en hiver. Il y a une manière très simple de faire ça. Des feuillus. Ici, c'est de la vigne à raisin. J'en reviens jamais comme en Amérique du Nord, les gens n'utilisent pas la vigne à raisin. Je dis pas pour le récolter pour faire du raisin ou manger du raisin ou faire du vin. Comme protecteur, comme manière en été d'aller chercher le soleil qui est rendu trop fort au mois de juillet. Un peu trop fort, pas trop fort. Et des arbres, mais pas n'importe quels arbres, des feuillus. Ici, quand je suis arrivé, il y avait déjà un très gros feuillu, un érable de Norvège. J'aurais préféré un érable à sucre, personnellement, mais c'était ça qu'il y avait, qui fait tellement d'ombre qu'il n'y a à peu près rien qui pousse en dessous. Bon, c'est des arbres idéaux. D'abord, lui, il est rendu trop gros, mais il ne fait pas encore d'ombre. Alors, il ne fait pas encore d'ombre sur ma galerie. Il va continuer à grandir. Comme le soleil est comme ça, dans 5 ans, il va commencer à faire de l'ombre sur ma galerie, même quand je ne veux pas qu'il en fasse. Même au début de juin puis au mois de mai. Mettons au début de juin. Là, on est le 10 juin, il ne fait pas d'ombre, mais il va continuer à grandir. Ah! Il n'y a rien qui m'empêche de le tailler dans 10 ans, dans 5 ans. De le tailler. Mais c'est moi qui est maître du jeu. C'est moi qui décide à quel point je fais de l'ombre. Ici, on est au Québec. J'ai oublié de dire que la longitude, on est à peu près à la longitude de New York, Montréal, Ottawa. Je suis près d'Ottawa. Ici, au Québec, c'est très chaud en été. C'est pas un climat océanique, c'est un climat plutôt continental. Ça qui fait très froid en hiver. Très froid. Puis plutôt chaud en été. C'est moins pire que les capitales américaines. C'est moins pire que Chicago. Mais il y a moyen de faire mieux. Surtout que les solutions sont quand même assez simples. Hein? Les solutions sont assez simples. Bon, je vis dans une ville de 200 000 personnes. Mettons, il doit y avoir comme 50 000 logements, je ne sais pas. Mettons 100 000 pour faire un chiffre simple à calculer. Si ces 100 000 logements-là avaient des vignes vierges, ou des vignes à raisin, ou des feuillus, mais les feuillus, les gens commencent à comprendre. J'avoue que là, les gens ont commencé à comprendre l'histoire des feuillus, je pense, en tout cas, je l'espère, dans les rues, tout ça. Mais quand ils voient une vigne vierge ou une vigne à raisin pousser sur l'asphalte ou je sais pas quoi, ils ont tendance à l'arracher ou à dire c'est une mauvaise herbe, c'est une mauvaise plante. Ici, moi, j'ai pris une vigne sauvage, mais en réalité, j'aurais été tellement mieux d'acheter des vignes à raisins grimpantes, exactement comme ça, grimpantes, qui donnent des raisins plus gros, plus intéressants. Puis là, ben, si c'est comestible, tu les mets sur le bord de la rue, puis les gens vont manger ça, puis ça va être parfait. Là. Ça va faire agriculture communautaire, gratuite. Servez-vous, c'est pour vous. Les oiseaux vont peut-être venir un peu. Bref, c'est ça. Puis ça fait de l'ombre. Voilà. Là, on apporte un autre sujet. De l'ombre. En fait, c'est pas pour l'ombre que je m'intéresse aux vignes. Je vais prendre les vignes parce que je les ai à côté de moi. Ça peut être d'autres plantes. La pire affaire, c'est le gazon tondu. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. Je vais commencer par lui. On est au mois de juillet. Mettons qu'on est dans un mois. Là, on est le 9 juin. Mettons qu'on est rendu au 9 juillet, des vacances de la construction, tout ça. Et il commence à faire chaud. Puis il pleut pas beaucoup au mois de juillet. Il pleut moins qu'au mois de mai, un peu. Pas beaucoup, en tout cas. Mais c'est pas ça surtout. C'est que
les gens mettent de la pelouse verte et la tondent assez court. Même, on dit 5 cm, mais en réalité, la plupart le tiennent à 3 cm, ce qui est un non-sens. Après ça, ils ont du pissenlit partout, en tout cas. Comme c'est court, quand il pleut, l'eau coule dessus. Hein? C'est pas compliqué, il me semble, c'est pas compliqué à comprendre, mais j'ai encore du monde de la misère à faire comprendre. Si tu as des grands cheveux, puis que le monde t'envoie de l'eau dessus, ben l'eau va s'agripper aux cheveux. Hein? Je ne voudrais pas rentrer dans les détails scientifiques et puis vous perdre, là. Mais l'eau va s'agripper, on va dire ça comme ça, à cause des propriétés de l'eau. Il va s'agripper aux cheveux, il va rester là longtemps. Puis si vous aviez une tête moins dure, elle finirait par rentrer dans votre tête. Avec le gazon, c'est la même chose. S'il pleut, un orage au mois de juillet, puis que votre gazon est court, l'eau coule en surface, comme un crank où ce qu'on a rasé, là, on a juste laissé 3-4 mm de cheveux. Donc, la pluie s'en va dans l'égout de la ville. Ah! Les égouts débordent au mois de juillet. Mais oui, crime, c'est marqué, c'est écrit dans le ciel que ça va arriver. 100 000 personnes qui font la même chose. S'il y en avait 1000, ce serait pas si pire. 100 000 personnes se concertent. C'est la mode pour faire un gazon court. Puis quand il pleut, le gazon ne retient pas l'eau. Première affaire. Deuxième affaire, étant donné qu'elle rentre, il n'y a pas d'eau qui rentre en profondeur. La terre, là, c'est pas votre crâne. L'eau a le droit de rentrer dedans, puis elle rentre dedans parce que l'eau coule vers le bas, en général. Quand on ne fait pas exprès. En général, elle coule vers le bas, elle cherche à rentrer. Quand elle va lentement, mais quand elle coule à toute vitesse, c'est sûr que ça ne marche pas. Parce que là, un gazon court, puis de l'asphalte, là, pas grande différence. Pensez-y comme il faut, il n'y a pas grande différence. C'est imperméable, toutes les deux. Ça, alors, comme l'eau ne rentre pas, les vers de terre sont malheureux. Comme ils sont malheureux, ils ne montent pas en surface. Les vers de terre, c'est l'essentiel. Peut-être pas l'essentiel. C'est bien, bien important dans la vie du sol. Donc, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de galerie. Il n'y a rien pour aider l'eau à descendre. Pas de racines. Pas de racines, qu'est-ce que je dis là? Pas d'eau pour les racines. Le gazon manque d'eau. Ah, on se retrouve à la fin de juillet, le gazon est jaune. Bien, c'est sûr, ça donne rien. L'arroser, crime. Vous avez tout fait pour enlever l'eau quand il y en avait. Ça, c'était la petite partie, ma montée de lait pour le gazon. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est autre chose qui s'appelle, je vais essayer de ne pas le dire parce que, non, je vais être obligé de prendre son terme technique, l'évapotranspiration. Donc la transpiration, mais aussi évaporation. Vous avez appris deux choses, là. Je vais parler des arbres. Vous savez tous que les arbres, ça fait de l'ombre, ça va. Que le gazon, très court, ça se conduit plus ou moins comme de l'asphalte. En tout cas, c'est trop imperméable, l'eau ne rentre pas. Il y a une troisième affaire qui est le lien entre l'eau dans le sol, et les feuilles ici. Regardez bien ce feuille-là. Ce feuille-là, là, dans le fond, là, pour parler en termes techniques modernes, on pourrait dire que c'est une pompe à eau. Ouais, ça pompe de l'eau, cette affaire-là. Ça pompe de l'eau grâce à son énergie solaire. Dans le fond, c'est une pompe à l'eau qui fonctionne à l'énergie solaire. Hey, hein, on dit... Ouais. En dessous des feuilles, ici, il y a des petits trous. Des stomates. Un stoma, comme le trou de l'estomac. Les stomates. Qui, eux autres, attention à la phrase qui vient, quand il y a assez d'eau dans les racines, quand il y a assez d'eau, quand ils peuvent tirer assez d'eau dans les racines,
les stomates s'ouvrent. C'est des petits machins, là, des petits trous. Ils s'ouvrent. Ah! Ils s'ouvrent. En s'ouvrant, ils font quelques petites affaires. Ils font de la photosynthèse, donc ils vont chercher l'énergie solaire. Puis en même temps, ils évaporent un peu d'humidité. De la même manière qu'en sortant de la douche, vous évaporez un peu d'humidité. Hein? Vous êtes dans un endroit à 100% d'humidité dans la douche avec de l'eau chaude. Vous sortez et là, vous vous retrouvez une place avec 30-50% d'humidité. Puis en plus, la peau est un peu chaude. L'eau va s'évaporer et refroidir votre peau. Très important. Refroidir votre peau. T'as chaud, va prendre une douche. Idem pour ça. Idem. Les feuilles, les petits stomates vont s'ouvrir. L'eau va s'évaporer. Et autour, ça va refroidir. Rafraîchir. Moins chaud. Donc, il y a une partie que c'est l'ombre. Il y a une partie que ça rafraîchit par là. Donc, quand il fait très chaud, il y a deux affaires assez différentes. Directement, l'ombre, ça, tout le monde comprend ça. De l'ombre avec un arbre. Tout le monde comprend ça. Ce que le monde ne comprend pas, c'est ces affaires-là. Soit la pelouse, soit les fleurs, soit la vigne à raisin. La pelouse, vous l'ai dit, premièrement, une pelouse, moi, c'est un non-sens, là, en tout cas. Mais plus elle est longue, si elle était longue de même, elle se comporterait comme ça. Elle aurait le même effet que ça. Mais là, il y a juste moi qui laisse pousser moi-même. OK. Donc, vous allez vous retrouver autour de vous avec un milieu plus frais. Parce que vous allez vous retrouver comme en sortant d'une douche. Autour. Et si 100 000 personnes le font, ils laissent pousser le foin un peu plus long, ils mettent ça chez eux, ils mettent des feuillus. C'est ça? Eh bien, la ville au complet, elle n'a plus tellement besoin de gérer son eau, parce qu'il n'y a plus de grosses pluies battantes qui vont s'en aller. J'ai oublié une chose. Oui, et beaucoup plus frais, parce que partout, il y a à la fois de l'eau sous terre et à la fois des feuilles un peu partout. Mais ça prend les deux. Et là, je réinsiste. Si vous avez des feuilles de même, mettez des vignes, mettez des feuillus. Des feuillus, c'est très, très typique. Vous mettez des gros arbres feuillus, mais il manque d'eau en été. Pour toutes sortes de raisons, la ville gère mal son eau, elle l'envoie dans la rivière. Ça s'en va dans les égouts, parce que chacun des 100 000 citoyens, puis les parcs de la ville, tout ça, gère leur eau comme un déchet. Faut dire qu'au Québec, on a-tu hâte que la neige s'en aille. Donc, quand la neige s'en va, on est content. Les fossés, s'ils peuvent se vider au plus sacrant. Je veux pas d'inondation au printemps. Mais c'est... Jusqu'ici, je suis bien d'accord. Mais le problème n'est pas là. Le problème vient que vous en gardez plus. Vous en gardez plus. Alors, vous pouvez vous acheter des barils, c'est sûr, ils se vendent des gros barils. C'est la manière compliquée, ça n'avait pas de problème. C'est tellement plus simple de cultiver des vers de terre, d'avoir des plantes comme ça qui vont stimuler par leurs racines, qui vont aller chercher l'eau en profondeur, vont faire baisser la nappe phréatique. Puis quand il pleut, l'eau va rentrer là, puis elle va se gérer là. Vous n'avez pas besoin d'inventer midi à 14 heures. Vous avez juste besoin de comprendre toujours la fameuse trinité de l'agriculture, là. Le sol, savoir qu'il y a un bon sol, connaître ton sol, si tu n'as pas besoin de connaître combien il y a d'azote dedans ou de phosphore, c'est pas ça qui est important. C'est-tu de l'argile, j'ai-tu le moyen de faire quelque chose?
avec ça? C'est-tu plutôt sableux? C'est plutôt de l'argile? Est-tu trop compacté? Il manque-tu de vers de terre? Est-ce que je devrais mettre plus de matière organique? Hein? Le sol, le climat. Bon, mais je suis au 45e parallèle. Le vent dominant vient de là en été. Il fait chaud au mois de juillet et au mois d'août. OK. Puis parce que les gens gèrent mal leur sol, je manque d'eau au mois de juillet puis au mois d'août. Ben OK, ça va ensemble. On va travailler ça ensemble. Puis la plante. Il faut comprendre comment ça marche, comme ce que je viens de vous expliquer. Hein? Les stomates, comme l'estomac, les petits trous, plein de petits trous, qui vont chercher la lumière du soleil, mais en même temps, surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, qui vont évaporer. Je reviens aux arbres parce que c'est terrible, les arbres. Je ne sais plus quelle ville, malheureusement, aux États-Unis, ils ont fait un essai. Ils ont planté 2 rangées d'arbres chaque bord de rue. Je ne sais plus quelle sorte. C'était des arbres de ville, là, des frênes, pour mal dire. D'un côté, ils ont mis les trous standards qu'ils mettaient tout le temps en ville depuis tout le temps. Là, tu sais, je ne sais plus trop c'est combien. Là. Mettons 2 mètres cubes, mettons. Puis l'autre bord, ils ont mis beaucoup plus de terre, puis ils se sont arrangés pour que les petites rigoles d'eau, quand il pleut, s'en aillent dans ces affaires-là. Puis ils les ont laissés aller. Mais là, ceux à ma gauche, année après année, il manque d'eau. Il y a un trottoir, il y a de l'asphalte. Comment vous voulez que ces plantes-là prospèrent? Ils survivent, ils font de l'ombre. Mais ils ne font pas d'évapotranspiration. Il n'y a pas le phénomène de douche, disons. Il n'y a rien qui fait... Première affaire. Puis là, ben, au bout de 10 ans, il n'y a comme pas de comparaison. Lui, il est rendu gros, parce qu'il y a eu de l'eau en masse. Puis lui, il est resté rabougri, chétif, parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Bon, c'était un premier essai pour aujourd'hui. C'était plus pour voir avec des collègues, des amis, que ça donne de me filmer assis sur mon balcon. J'ai oublié de dire une chose. Quand j'ai acheté ici, il y avait juste une toute petite fenêtre ici. Puis évidemment, il n'y avait pas de galerie ici. C'est le sud. C'est fou, les gens n'utilisent pas leur sud. Ils n'utilisent pas. Avant d'acheter, mes critères, c'était région pas trop bruyante, en ville, avec une cour au sud puis un feuillu. Je pensais pas trouver tout ça. Une cour au sud, ça se trouve. Mais waouh, un immense feuillu, puis d'autres gros cèdres ici. Laissé à l'abandon, mais moi, ça faisait exactement mon affaire. Bon, voilà. Fait que là, ici, en hiver, comme c'est le sud, je termine par ça, c'est pas un conifère. Bien important, c'est pas des conifères. Ce qui veut dire qu'au sud, le soleil est à peu près là, au mois de décembre. Là. Hein? La lumière plombe ici. La lumière passe à travers le feuillu parce que les feuillus n'ont plus de feuilles. La porte patio est là. Ça va jusqu'au bout de la pièce, à l'autre bout, là-bas. Un peu de chauffage, puis beaucoup de lumière. Qu'est-ce que tu veux de plus? Plus besoin d'aller en Floride, là, tu sais. Bon, on va essayer ça comme ça, voilà.